Le premier de ces chantiers, c'est la question de la gouvernance. La gouvernance, c'est un mot anglo-saxon, c'est en fait en gros les pratiques en matière de méthode de changement. Voilà. C'est comment est-ce qu'on fait pour organiser autrement la gouvernance pour arriver à du résultat. On a essayé plein de formules différentes, la méthode autoritaire, la méthode consultative, on a essayé plein de choses, et puis on arrive toujours au même résultat, et notamment en France, quand on fait une réforme, c'est des grèves, des oppositions, des bagarres, et puis généralement on fait que la moitié de ce qu'on a dit qu'on ferait. Or, cette question de la gouvernance, elle est d'autant plus importante que si on veut vraiment faire un certain nombre de réformes, eh bien, il va vraiment falloir qu'on revoie la manière de gouverner. C'est vrai pour les entreprises, qui sont quand même extrêmement verticales, et c'est vrai évidemment aussi pour les États. Ce que les anglo-saxons appellent la distinction dans le management entre le top-down et le bottom-up. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui en France, on est encore dans une logique extrêmement verticale. On décide à Paris, on donne les instructions et on attend que ça se fasse. Et cette approche très top-down, en fait, elle est complètement contradictoire avec le fait qu'on a donné plus de pouvoir depuis 20 ans aux élus locaux, avec la décentralisation, aux partenaires sociaux, et puis une ligne de droit du travail qui peut être changée dans aucune entreprise si on n'a pas l'aval des partenaires sociaux, et puis on a donné plus de pouvoir aux parlementaires avec la nouvelle constitution et aux Français, qui, notamment par le biais d'Internet, sous toutes ses formes, participent hyper activement à tous les sujets, à tous les débats. Donc on a un vrai décalage entre l'idée qu'on est encore en train de décider d'en haut, alors que sur le terrain, les acteurs veulent être complètement partie prenante du changement. Et cette problématique de la gouvernance, qui est vraie au niveau de l'État comme au niveau des entreprises, va devenir majeure. C'est vrai d'ailleurs au niveau français, c'est vrai aussi au niveau européen. On a tous en tête la nullité de la gouvernance au niveau européen. Prendre une décision en Europe qui soit de nature politique et rapide, il faut une crise financière mondiale pour l'obtenir. Sur tous les sujets, on est, pour le reste, extrêmement absent. Et la fameuse formule de Kissinger disant l'Europe, quel numéro de téléphone, elle n'a pas tellement vieilli, elle date des années 70, mais enfin, objectivement, c'est pas encore ça. Quant à la gouvernance mondiale, je recommande, monsieur le directeur, de faire étudier par les élèves de l'ESG le cas d'école extraordinaire que constitue l'échec du sommet de Copenhague, qui a été le plus grand désordre jamais organisé. On a fait venir 180 chefs d'État et de gouvernement. Quand même, c'est des gens qui ont quand même des journées chargées. On les a tous fait venir à Copenhague sur un sommet qui a duré 3 semaines. C'était un désordre absolument total. Tout le monde y était, les ONG, les citoyens, les associations, les hommes politiques, les experts, dans un brouhaha terrifiant. Les 2 derniers jours, on avait tous les chefs d'État et de gouvernement de la planète, ou les principaux qui étaient sur place. On a été infichus de produire un dispositif qui tienne la route en matière de développement durable et de sauvetage de la planète, alors que c'est un enjeu absolument énorme pour le 21e siècle. Tout ça parce que, il faut bien le dire, la gouvernance au niveau mondial est totalement décalée. Normalement, ça doit être fait par l'ONU, sauf que l'ONU, ça a été créé après la Deuxième Guerre mondiale, et donc ils ne font que de la diplomatie et du militaire. Très bien. Donc on ne parle jamais à l'ONU d'économie, de social, de développement durable. Et donc pour ne vexer personne, comme en plus l'ONU c'est un grand truc, comme on veut vexer personne, on fait des sommets informels. Donc vous avez des G8, des G20, puis vous faites des G adaptés en fonction des circonstances. Vous se retrouvez généralement d'ailleurs les pays les plus riches de la planète qui prétendent pouvoir décider pour tout le monde dans un aimable brouhaha, parce que comme c'est des sommets informels, on décide de rien. Et le tout pour imaginer des outils de régulation sur lesquels personne n'est jamais d'accord. Inutile de vous dire qu'il y a absolument tout à reconstruire. Ma thèse est que les 15, 20, 30 années qui viennent, parce qu'il faut se placer sur du long terme sur ces sujets, ce sera une réorganisation complète des modèles de gouvernance mondiale, parce que pendant ce temps-là, les acteurs privés, eux, sont organisés, rapides, réactifs, et bénéficient évidemment de l'absence d'intervention intelligente et moderne des acteurs publics. Donc, premier chantier, la gouvernance. Deuxième chantier, énorme, la question de l'absorption de la dette et des déficits. Pour la première fois dans les enquêtes d'opinion en France, la dette n'est plus un domaine économique, mais un sujet de société. Les gens détestent l'économie en France, on le sait, mais alors, là, quand il s'agit de se dire « mais attendez, ça va être mes enfants qui vont payer la dette, là, donc c'est plus possible ça », là on est dans le sujet de société. Et à ce moment-là, on rentre dans un espèce de nouveau processus dans lequel, on le voit dans les enquêtes d'opinion, les Français commencent à dire, au fait, comment on va absorber l'immense masse des déficits qu'on a été obligé de générer pour financer la relance suite à la crise financière l'année dernière.
on va avoir sur cette question des révisions déchirantes à faire. Parce que je vous dis les choses très directement, on ne peut plus continuer comme ça. Le rythme des déficits publics en Europe en général et dans un certain nombre de pays d'Europe en particulier a atteint de tels niveaux et surtout de tels rythmes qu'on est assuré d'aller au dépôt de bilan dans des délais rapides si on n'arrête pas très très vite le flux qui est aujourd'hui engagé. Je vous prends quelques exemples très concrets de mesures qu'on peut prendre. Aujourd'hui en France, on a un millefeuille administratif qui est un gag, une exception française qui fait marrer le monde entier. On a l'État, les régions, les départements, conseils généraux, les agglos, les communes, les villages, les syndicats de communes, enfin bon, c'est un truc de fou. Bon. Moi, mon idée, c'est que demain, il faut changer le système. Enfin, pour les Français, leur expliquer qu'on a fait des conseils généraux pour financer des collèges et des conseils régionaux pour financer des lycées, que les régions et les départements ont chacun leur service de développement économique, leur service de tourisme, de culture, enfin, tout ça est aberrant. Et donc, il n'y a qu'une solution, c'est de fusionner les conseils généraux et les conseils régionaux, et avec ça, vous mettez ça sous contrainte budgétaire, on réduit les dépenses, les administrations, les compétences qui vont avec, et puis évidemment les impôts locaux. Et avec ça, on a un truc un peu plus cohérent, des grandes régions, des grandes agglomérations, et on se met à peu près au niveau des grands pays occidentaux. Enfin, c'est un exemple parmi d'autres, je pourrais vous en donner autant sur la sécurité sociale ou sur l'État. Comme j'étais ministre du budget pendant 3 ans, je suis absolument intarissable sur ce genre de sujet. Mais enfin, ce qui est intéressant dans la démarche, c'est pas tellement ça, c'est le rapport aux Français. Parce que quand vous allez faire des meetings électoraux, j'en ai fait un certain nombre ces dernières semaines avec un succès dont nous avons pu mesurer l'ampleur hier soir. Vous dites aux gens, écoutez, on va baisser les impôts si vous votez pour nous. Les gens, ils applaudissent. À droite, ils applaudissent. Pas vous dire qu'ils vous croient, mais ils applaudissent. Vous leur dites, si vous êtes sincère, vous leur dites, si je baisse les impôts, il faut que je baisse les dépenses. Ils applaudissent aussi, mais moins. Ils attendent la suite. Et si vous leur dites, par exemple, on peut peut-être imaginer d'arrêter de réduire le nombre d'élèves par classe, parce qu'il y a un moment où, à force de réduire le nombre d'élèves par classe, il y aura plus de profs que d'élèves dans la classe. On peut peut-être imaginer de regrouper 3 hôpitaux. Là, je vois chez moi, par exemple, je suis maire de Meaux, on a un hôpital à Meaux, un autre à Coulommiers, un 3e à Lagny. 20 minutes d'écart entre les 3, pour imaginer quand même de regrouper les services, etc. Généralement, vous avez toujours dans la salle une main qui se lève et qui dit « Attendez, vous faites ce que vous voulez, mais pas dans l'école de mon fils et pas dans l'hôpital de ma ville. » Voilà, toujours. Et donc, on voit bien qu'on a tout un travail pour convaincre les Français qu'on peut parfaitement faire mieux pour moins cher. Mais aujourd'hui, c'est pas rentré dans les esprits. Aujourd'hui, le premier débat qu'on a quand ça va mal à l'éducation nationale, c'est qu'il n'y a pas assez de postes. Personne ne se pose jamais la question de l'évaluation de l'efficacité du service public. Et donc on a des vrais chantiers par rapport à cette question de la dette et du déficit. Mais moi, ma thèse, c'est qu'on ne peut plus continuer comme ça et qu'il faut assumer très vite un plan massif de réduction des dépenses publiques.